Bonjour et bienvenue dans Voices from the Field ou les voix du terrain en français. Histoire de la santé rurale au Congo. Je m'appelle Dr Grace Mabiala, je suis médecin généraliste, scientifique social, chercheur en santé maternelle et infantile et doctorante en gestion des systèmes et des politiques de santé. Dans cette série, Les voix du terrain, je partage des histoires vécues en milieu rural au Congo, les miennes et celles d'autres médecins et professionnels de santé qui, comme moi, ont soigné dans l'oubli, loin des projecteurs. Ce sont des récits bruts portés depuis le terrain pour faire entendre ce que vivre et soigner veut dire, quand tout manque, sauf le courage. Pour ce 4e épisode, nous plongeons dans une réalité particulièrement cruelle, la prise en charge du diabète juvénile en milieu rural. C'est une histoire que j'aurais préféré ne jamais raconter, mais je dois partager car derrière les statistiques épidémiologiques, il y a des visages et parfois des enfants qui ne grandiront jamais. Cette histoire nous interroge sur un paradoxe médical fondamental. Comment des pathologies parfaitement gérables en milieu urbain deviennent-elles des condamnations à mort en zone rurale? Il s'agit de l'histoire bouleversante d'une adolescente de 14 ans que j'appellerais Karen. Karen portait le double fardeau de la drépanocytose et du diabète de type 1. Elle était orpheline, elle pesait à peine 25 kilos, soit un déficit pondéral sévère pour son âge. Autour d'elle, aucun filet de sécurité, ni traitement préventif, ni suivi structuré, ni famille capable de subvenir à ses besoins médicaux complexes. Ces deux pathologies chroniques exigent pourtant une vigilance quotidienne, un encadrement médical strict, une alimentation surveillée, une chaîne du froid fonctionnelle pour l'insuline et des analyses biologiques régulières. Mais dans l'univers de Karen, rien de tout cela n'existait. Pas de réfrigérateur domestique pour l'insuline. L'hôpital dans lequel on était gardait les fioles quand il y en avait. Mais les ruptures de stock étaient fréquentes. Pas de bandelette pour l'autocontrôle glycémique. Pas de glucomètre personnel. Pas de consultation spécialisée accessible. Pas de plan thérapeutique personnalisé, pas de ressources financières, pas de parents, juste 2 maladies implacables et le silence de l'indifférence collective. L'hôpital dans lequel on était, malgré la détermination de son personnel, fonctionnait sans laboratoire équipé. Pas de biochimie, pas d'hémogramme. Nous étions sa seule ressource médicale. Et parfois, nous devions lui annoncer l'impensable. Karen, on n'a plus d'insuline, on n'a plus de bandelettes, plus d'antibiotiques, même pas de quoi mesurer ta glycémie. Et dans ces situations critiques, Karen tombait dans le coma, sans aucun moyen de savoir si son taux de glycémie était trop élevé ou trop bas. Nous ne pouvions pas choisir le bon traitement. Nous soignions à l'aveugle, dans l'urgence de sauver une vie. Et la prière devenait notre dernier recours thérapeutique. Elle revenait à la conscience à chaque fois, mais chaque épisode l'affaiblissait davantage, érodant progressivement ses réserves physiologiques. Puis un jour, le réveil n'est pas venu. Karen était morte comme elle avait vécu, loin des soins, loin de l'espoir, dans l'oubli total du système sanitaire. Cette adolescente représentait l'un des nombreux patients chroniques que nous croisions quotidiennement. Des enfants que nous aurions pu sauver avec le strict minimum de ressources médicales. Et malheureusement, nous n'avons pas pu la sauver. Cette histoire m'a été confiée par une collègue d'une immense humanité, Dr Ursula Voivou, médecin généraliste à Bétou, en République du Congo. Merci Dr Ursula pour ton courage, ta présence quotidienne auprès des plus vulnérables et pour avoir porté cette voix
jusqu'à nous aujourd'hui. Pour éclairer les enjeux médicaux complexes révélés par cette tragédie, j'ai sollicité l'expertise du docteur Marie-Gabi Monabeka. Le docteur Monabeka est un médecin spécialiste en endocrinologie, diabétologie et nutrition, certifié en santé publique. Elle s'engage depuis plusieurs années pour une meilleure prise en charge du diabète en milieu urbain comme en milieu rural, avec une approche centrée sur le patient et ses déterminants sociaux de santé. Dans son intervention, elle analyse les défis spécifiques liés à la gestion conjointe de la drépanocytose et du diabète juvénile en contexte de ressources limitées. Elle explique pourquoi l'accès continu à l'insuline, la surveillance glycémique, la disponibilité d'antibiotiques, la gestion nutritionnelle et l'éducation thérapeutique constituent des piliers indissociables de la survie de ces enfants. Écoutons Dr Monabeka. Alors, la relation entre le diabète de type 1 et la drépanocytose est complexe. Elle fait en ce moment l'objet de recherches scientifiques car en fait, il s'agit de deux pathologies bien distinctes mais qui parfois peuvent interagir, et surtout chez les personnes d'origine africaine ou antillaise. Et donc, l'association de ces deux pathologies nécessite une prise en charge bien spécifique. On le sait, le diabète de type 1 est une pathologie auto-immune, donc qui est responsable de la destruction des cellules bêta-langerhancielles qui produisent de l'insuline, donc on n'a plus d'insuline. Alors que la drépanocytose, elle, est une maladie plutôt génétique, donc responsable de la falciformation des globules rouges qui deviennent rigides et donc vont obstruer les vaisseaux sanguins, et donc occasionner des crises douloureuses et parfois atteindre d'autres organes. Et le cas de cette jeune adolescente n'est malheureusement pas un cas isolé. Oui, en effet, il existe des enfants qui vivent avec le diabète de type 1 et la drépanocytose. Et malheureusement, ces enfants décèdent très souvent faute de prise en charge ou simplement par manque de moyens. Donc cette histoire met en lumière plusieurs éléments que l'on devrait souligner. Déjà, le manque d'information, parce qu'on voit visiblement que cette jeune adolescente était très amaigrie, donc l'alimentation et le suivi n'étaient vraiment pas appropriés. Le manque de médecins spécialistes ou simplement de personnel médical formé à cet effet, parce qu'il faut quand même une formation spécifique pour pouvoir prendre en charge ces enfants qui ont un diabète de type 1 et la drépanocytose. Le manque de médicaments appropriés, parce qu'en fait, un diabétique de type 1 ne peut pas vivre sans insuline. Tout comme un enfant drépanocytaire qui a besoin de ces médicaments, qui a besoin d'un suivi régulier, qui a besoin d'une bonne alimentation, et aussi, surtout, le manque de laboratoire, parce qu'il faut un minimum d'analyse médicale, biologique, pour pouvoir prendre en charge ces patients, du moins savoir s'il y a une anémie, est-ce qu'il y a une infection, est-ce qu'il y a une hyper ou une hypoglycémie, du moins ce minimum-là est requis pour pouvoir prendre en charge ces enfants atteints de diabète de type 1 et de drépanocytose. Tout ça pour dire qu'il y a un souci à chaque niveau, mais aussi il y a des solutions qui peuvent être apportées à chaque niveau, heureusement pour nous. Alors la première des choses, c'est informer. Informer les parents, informer l'entourage et former le personnel soignant. Il faut qu'ils sachent qu'il y a des traitements qui existent. Là, je parle des parents, parce que la plupart du temps, on pense que la maladie est incurable et qu'il n'y a rien à faire. Non, il y a des traitements qui existent et ces enfants peuvent être pris en charge et surtout vivre très 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 longtemps et bien en bonne santé apparente. Et donc, je sais que dans les grandes villes comme Brazzaville et Pointe-Noire, il existe des programmes spécifiques dédiés à ces enfants. Prise en charge de drépanocytose, prise en charge de diabète de type 1. Les médicaments sont donnés gratuitement, mais des fois à l'intérieur du pays, les réalités sont tout autres. Et donc, même l'approvisionnement de ces médicaments ne se fait souvent pas à temps. Et donc, d'où les complications liées à ces pathologies. Et aussi, plus spécifiquement, pour l'insuline, il faut privilégier les analogues. Je sais que les médicaments ou l'insuline disponible, ce sont souvent les insulines humaines qui sont très contraignants parce qu'il faut absolument conserver au frais, etc. Alors que les analogues à insuline n'ont pas besoin. Une fois sorti du frigo, l'enfant peut se balader avec partout et donc se piquer à tout moment sans pour autant courir, garder au frais, etc. Il faut juste éviter que ce soit exposé au soleil.
Et donc, avoir un minimum appareil à glycémie, manger correctement, avoir une bonne alimentation et surtout, un suivi régulier et spécifique pour ces enfants-là est nécessaire et leur donner le maximum d'informations possibles pour qu'ils puissent, à l'avenir, eux-mêmes se prendre en charge et prendre en charge leur pathologie. Parce que ça existe des enfants de 10, 12 ans qui savent comment se piquer tout seuls, qui savent quand ils sont en hypoglycémie, qui savent quand, ils sont en hyperglycémie et qui savent quoi faire. Bien sûr encadrés par un adulte ou un personnel médical, dédié. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire, sur, ces 2 pathologies. Merci au docteur Mona Bekar pour cet éclairage clinique précieux. Ces analyses nous rappellent une vérité dérangeante. Les maladies chroniques ne sont pas nécessairement mortelles par leur nature intrinsèque. Ce qui tue, c'est l'inégalité structurelle d'accès aux soins. Ce sont des ruptures chroniques d'approvisionnement, c'est l'insuffisance de formation du personnel soignant, c'est l'absence des systèmes de santé résilients et équitables. Et dans les zones rurales africaines, ce sont invariablement les plus jeunes et les plus vulnérables qui en paient le prix ultime. L'histoire de Karel illustre parfaitement ce que les épidémiologistes appellent la loterie géographique de la santé, c'est-à-dire naître dans certaines zones géographiques détermine drastiquement les chances de survie face à des pathologies pourtant maîtrisables. L'histoire de Karel constitue un appel urgent à transformer notre approche des pathologies chroniques pédiatriques. Nous devons cesser de les traiter comme des urgences ponctuelles et construire des systèmes capables de tenir dans la durée. Que pouvons-nous faire concrètement? Premièrement, installer des réfrigérateurs solaires médicaux dans les centres de santé ruraux. Des modèles comme Surchild ou Dulas, utilisés avec succès par l'UNICEF et MSF, maintiennent une température stable pendant 10 jours sans exposition solaire. Cette technologie permettrait aux enfants diabétiques de sécuriser leur traitement d'insuline de manière autonome. Deuxièmement, distribuer des glucomètres rechargeables comme la QCheck Active ou Mission Plus, accompagnés d'un approvisionnement régulier en consommables. Ces dispositifs compacts et fiables s'adaptent parfaitement aux environnements à ressources limitées et permettraient l'autocontrôle glycémique, réduisant significativement les complications aiguës. Troisièmement, il faut intégrer la prise en charge des maladies chroniques pédiatriques dans les protocoles de formation continue du personnel soignant. Le modèle PSCIME de l'OMS pourrait être adapté pour inclure le diabète juvénile ainsi que la drépanocytose, avec un focus ici sur la prévention des urgences et le soutien psychologique aux familles. Quatrièmement, il faut déployer des unités mobiles de suivi sur le modèle de Mobile Integrated Health Teams qui est utilisé en Tanzanie et au Ghana. Ces équipes permettent d'assurer une surveillance mensuelle des enfants chroniques dans les villages les plus isolés. Et finalement, créer un fonds d'aide médicale spécifiquement dédié aux pathologies chroniques pédiatriques, géré en partenariat avec les districts sanitaires et les ONG spécialisées. Ces fonds pourraient couvrir les évacuations sanitaires, les traitements prolongés et le soutien nutritionnel. Alors, l'impératif d'action exige des mesures politiques concrètes et financées. Que demandons-nous spécifiquement aux décideurs au travers de cette vidéo? Premièrement, de mettre en œuvre une stratégie nationale de prise en charge des enfants vivant avec les maladies chroniques, intégrée au plan national de développement sanitaire avec un volet spécifiquement consacré aux zones rurales. Deuxièmement, il faut financer l'achat et la maintenance des équipements médicaux essentiels dans les hôpitaux périphériques. Cet investissement sanitaire est rentable à moyen terme et comprend des réfrigérateurs, glucomètres, lecteurs d'hémoglobine glyquée et autres dispositifs vitaux. Troisièmement, garantir une chaîne d'approvisionnement continue
en médicaments essentiels, coordonnée avec la CAMEPS. Cette continuité doit devenir une priorité budgétaire non négociable, sans rupture de stock. Dernièrement, intégrer obligatoirement les soins chroniques pédiatriques dans le paquet minimum d'activité. Cette mesure assurera leur prise en charge systématique et financée dans tous les centres de santé publics, y compris en zone isolée. Merci d'avoir regardé et écouté. Si cette histoire vous a touché, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la, parlez-en et rejoignez l'appel au changement. La santé rurale n'est pas un sujet secondaire, mais c'est une question de justice, de dignité et d'équité. À très bientôt. Je suis le docteur Grace Mabiala, médecin scientifique social, la voix des sans-voix, debout avec vous et pour les populations rurales au Congo. Merci et à la semaine prochaine.